Comment aligner pérennité économique et pérennité environnementale? On en débat avec Alexia Germont. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente de France Audacieuse et avec nous en duplex, Christian Lepertuis, fondateur de la chaire Économie du climat à l'Université Paris-Dauphine, PSL. Vous publiez Carbone fossile, carbone vivant vers une économie du climat. C'est aux éditions Gallimard. Bienvenue à vous aussi. Ce 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement organisée par les Nations Unies. Elle existe depuis 1973. Bon, voilà. Rien que ça, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, Alexia Germont, je me dis, bon, ok, très bien, il y a une journée mondiale de l'environnement. Évidemment, elle n'a pas rempli ses objectifs. Comment vous l'expliquez ? Je pense que, en fait, pour remplir ces objectifs, il faut que ça parle aux gens et que toutes les parties prenantes, quelles qu'elles soient, et c'est important, peut-être qu'on y reviendra dans la discussion, mais qu'est-ce que c'est qu'une partie prenante sur ce sujet-là, puissent se sentir investis individuellement d'un projet qui est collectif. Ouais. Et c'est vrai qu'à la fois, on a besoin de grandes lignes de conduite, quelque part, donc de ce point de vue-là, les objectifs de développement durable, évidemment, remplissent l'objectif qu'ils se sont fixés. Mais maintenant, comment faire le lien avec nous, chacun d'entre nous, pour que, quelle que soit la place qui est la nôtre, nous intégrions cette notion, finalement, de collectif. Parce que l'environnement, c'est du collectif. Alors après, c'est là où les choses se complexifient un peu, c'est comment on arrive à intégrer ces objectifs-là dans notre mode de production, de consommation, également dans notre, je vais dire, corpus démocratique aussi. Enfin, c'est plein de questions. C'est effectivement des questions vastes. Et on va faire ce constat, notamment des limites planétaires déjà dépassées et de leur impact économique déjà réel pour un certain nombre d'entreprises et de secteurs. Mais je vous pose un peu la même question, Christian Lepertuis. Pourquoi il y a cet enjeu d'acceptabilité finalement de la transformation environnementale et sociétale? Pourquoi c'est si compliqué de convaincre collectivement malgré des alertes des scientifiques depuis au moins 50 ans? Alors, d'abord, je pense qu'il ne faut pas dire qu'on n'a rien fait. Si vous voulez. Non, je ne dis pas ça. Le constat, il est quand même un peu plus complexe dès qu'on regarde dans le détail. Bon, je rappelle 1973, c'était la première conférence sur l'environnement à Stockholm. C'était déjà les Nations Unies qui faisaient l'alerte. Et depuis, sur le climat, il y a eu effectivement l'alerte du GIEC depuis 1990. Bon, pour la partie que je connais de moi mal, qui est le changement climatique et la diversité biologique, je pense que en réalité, la transformation qu'il faut faire, elle est double et elle est traumatisante. Elle est traumatisante parce qu'elle va nous faire complètement sortir du cadre dans lequel on opère aujourd'hui. Il y a une première transformation qui consiste à nous libérer de notre addiction aux énergies fossiles. Ça représente 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. On n'a aucune chance de stabiliser le réchauffement climatique tant qu'on est dépendant de cette énergie fossile qui produit aujourd'hui à peu près 80% de l'énergie utilisée dans le monde. Donc ça, c'est une première transformation, elle est énorme. Et elle consiste, en deux mots, à passer d'une logique de l'addition dans laquelle on ajoute de nouvelles sources d'énergie fossile à celles déjà existantes, à une logique de la soustraction. C'est-à-dire qu'il faut retirer des énergies fossiles du système énergétique. Or, notre société et nos modèles économiques sont beaucoup plus à l'aise avec les logiques de l'addition qu'avec les logiques de la soustraction. Ça, c'est la première transformation. Il y a une deuxième transformation qui ne concerne plus le carbone fossile, mais le carbone vivant. Cette transformation, elle est peut-être encore plus complexe que celle de la sortie d'énergie fossile. Il s'agit là non plus de créer de la rareté sur 3 produits, le charbon, le pétrole et le gaz, il s'agit de réintroduire de la diversité, mais de la diversité du vivant, pour pouvoir d'abord freiner, puis ensuite reconstituer cette incroyable richesse qui est la diversité des êtres vivants, végétaux, animaux et autres, et leur interdépendance sans lesquelles l'habitabilité de notre planète n'est plus là. Donc on a cette double transformation, et cette double transformation, elle est effectivement
traumatisante parce qu'elle consiste à complètement sortir des schémas dans lesquels nous sommes quelque part emprisonnés. Avec ces chiffres qui sont effectivement assez... qui nous alertent, si des mesures ne sont pas prises immédiatement contre le changement climatique, l'économie mondiale pourrait subir une perte de 50% de son PIB. Alors on voit très loin, on dit 2070, 2090. C'est tellement loin que souvent ça nous permet collectivement de repousser des décisions difficiles. Est-ce que c'est un nouveau capitalisme qu'on doit réinventer? Est-ce que c'est les dérives d'une forme d'ultralibéralisme dont il faut se débarrasser? Qu'est-ce que vous en dites, Alexia Germont? Oui, moi je pense que c'est un nouveau capitalisme, un capitalisme pragmatique aussi. Vous voyez, en écoutant Monsieur de Pertuis aussi, ce que je me disais, c'est que peut-être un des sujets que l'on a, c'est qu'on n'a pas, pour rendre ce collectif, justement, en fait, il y a eu beaucoup aussi d'idéologies au départ qui ont été mises. Or, il me semble que la meilleure façon d'embarquer tout le monde, c'est justement par le pragmatisme. Vous disiez, Thomas, 2070. 2070, rares sont ceux d'entre nous qui ont suffisamment d'empathie pour les autres pour se dire, en fait, je vais me priver, moi, pour quelque chose qui est pour 2070. Alors que on peut très bien s'appuyer, dès aujourd'hui, sur des choses qui nous parlent à tous. On parlait de partie prenante tout à l'heure. Oui. On est tous partie prenante. Vous êtes partie prenante en tant que salarié dans une entreprise, en tant qu'investisseur dans une entreprise, en tant que fournisseur dans une entreprise, en tant que banque également. De quelle façon vous souhaitez accompagner le mouvement de financement des entreprises? En tant que client? En tant que client. De la carte bancaire. Et justement, ça c'est très important. Des consommateurs passer aux consomme-acteurs, qui est quelque chose qu'on a maintes fois entendu. Mais finalement, la meilleure des transformations, c'est quand elle vient de la demande elle-même. Et on voit bien qu'aujourd'hui, quand on discute, ne serait-ce qu'avec toutes les entreprises que vous recevez, vous voyez bien que les jeunes ou les moins jeunes, mais qui se lancent dans un projet entrepreneurial aujourd'hui, ils se projettent dans quelque chose qui est environnemental by design, comme on dirait, pour faire une analogie avec ce qu'on a vécu avec les données et avec la protection des données. Donc en fait, les nouvelles entreprises qui se lancent de façon très courageuse dans le système actuel ne peuvent pas penser comme leurs aînés pensaient. Donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, la demande est différente. Donc, pour avoir un débouché, il faut se mettre au diapason. La difficulté étant, pour les entreprises qui fonctionnent, voire qui fonctionnent très bien aujourd'hui, moi je le vois en tant qu'avocat, dans les entreprises que j'accompagne, ce qui est plus compliqué, c'est soit sur des thématiques réelles, alors c'est pas forcément d'ailleurs l'industrie qui est... ça peut être la finance aussi, la finance qui a fait sa mue, mais est-ce une vraie mue vers la finance durable? Mais je vous interromps parce que ça pose aussi la question des réglementations et de l'ambition européenne. Parce que là, on voit quand même soit un coup de frein, soit un recul sur que ce soit l'ACS 3D sur la compliance, que ce soit la réglementation sur la déforestation. On peut prendre le Green Deal. Enfin, je vais pas citer tous les exemples, mais est-ce que l'ambition européenne, d'après vous, elle est en train de régresser aujourd'hui? En tout cas, elle a marqué le pas. Alors, si c'est marqué le pas pour une meilleure acceptabilité, pour reprendre son souffle, pour passer la colline d'après, à ce moment-là, ça ira. Mais on a besoin de cadres, ça c'est clair, de cadres à la fois qui donnent une vision. 2070, c'est quand même très loin. Quand on parle d'une vision, on est en 2025. Une vision à 2035 ou 2040, je pense que c'est déjà plus préhensible. Après, il faut pas se tirer une balle dans le pied. C'est ça qui est compliqué, en fait. Parce qu'en fait, si les autres ne font pas ce que nous faisons, nous, avec le cadre juridique qui va avec, c'est là où l'acceptabilité est beaucoup plus difficile. Mais en revanche, les clients, eux, sont toujours là. Et une fois que vous les avez habitués
à quelque chose dans une démarche de transition qui donne déjà des repères, où on voit que la société, en l'occurrence, va vers une démarche de durabilité sincère, parce que les clients savent aussi faire la différence. Ce n'est pas parce que après les directives ou la réglementation va venir marquer le pas que c'est acceptable pour des clients que les sociétés se désengagent. Donc une fois que vous avez, en tant qu'entrepreneur, lancé la démarche, il faut s'y tenir. En fait, il faut faire plutôt moins, mais véritablement, qu'annoncer de grands objectifs sur lesquels on ne sera pas au rendez-vous. Un mot, oui, Christian de Pertuis, là je parlais de l'Europe, mais si on compare ce que fait l'Europe aujourd'hui et ce que fait la Chine, ou ce que la Chine a fait depuis plusieurs années en matière de transition environnementale, peut-être que c'est du côté chinois qu'il faut voir les accélérations les plus fortes. Alors, si on prend le système énergétique et la bascule du système d'énergie basé sur les stocks, un stock fossile, vers l'énergie de flux, éolien et solaire, c'est évident que la Chine a pris une longueur d'avance. Elle a pris une longueur d'avance parce qu'elle est devenue, en gros, le centre mondial de production des biens d'équipement et des infrastructures, de tout ce qui est l'énergie solaire et de ce qui est bientôt aussi la filière stockage et l'hydrogène. Pour autant, la Chine n'a pas encore passé son pic d'émission, elle est probablement en train de le faire, on n'est pas sûr. Bon. Mais je voudrais revenir à votre question antérieure. Une minute seulement. Est-ce que le capitalisme peut se réformer spontanément? La réponse est non. Le capitalisme a besoin effectivement qu'il y ait des incitations très fortes. Donc, il y a des incitations réglementaires, mais il faut aussi des incitations économiques. Et l'incitation économique la plus puissante pour basculer, c'est de tarifer le carbone, c'est de faire payer le coût climatique des émissions de CO2 d'origine énergétique. C'est ça qui va faire accélérer la chose. Et tant qu'on n'a pas trouvé des modèles économiques basés sur de nouvelles valeurs, qui sont la valeur de protection de l'atmosphère pour le climat, du vivant pour la biodiversité, on ne sera pas dans les temps. Et quand vous dites 2070 ou 2050, c'est au-delà effectivement de l'horizon habituel de la stratégie de l'entreprise, c'est vrai. Mais le GIEC nous rappelle depuis maintenant 30 ans et un peu plus même que l'urgence climatique, c'est bien que les décisions que nous prenons aujourd'hui font les climats que connaîtront nos enfants et petits-enfants après 2050. Merci beaucoup. On n'a pas le choix. Merci beaucoup, Christian de Pertuis. Je rappelle le titre de votre livre, Carbone fossile, carbone vivant, vers une économie du climat. C'est aux éditions Gallimard. Merci, Alexia Germont, et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Startup.